Rencontre avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique et aux télécommunications. C'était à l'occasion du France FinTech. On a parlé du message qu'il était venu faire passer à tout ce secteur des crypto-actifs, comment il perçoit l'écosystème français, de quoi ont besoin les startups et quel est le rôle de l'État. Évidemment, on a évoqué les questions de fiscalité, de projet de loi de finances également, et puis des risques de coupure de télécom pour cet hiver. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Bismart et on est en direct de France FinTech qui est sous le thème aujourd'hui de la révolution 2022. On a tous les grands acteurs de la FinTech qui se donnent rendez-vous ici et nous avons le grand plaisir d'avoir en plateau Jean-Noël Barrot, le ministre délégué à la transition numérique et chargé également des télécommunications. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une grosse semaine FinTech en ce moment en France, mais aussi pour vous puisque vous rencontrez beaucoup les acteurs de ce secteur des crypto-actifs. Vous allez dans quelques minutes donner un discours d'ouverture. Quel est le message important, clé que vous voulez faire passer? D'abord, très heureux de voir un écosystème qui est très dynamique. France FinTech a de ce point de vue-là été depuis un certain nombre d'années un véritable catalyseur. Et puis très optimiste aussi pour ce qui est devant nous, puisque nous avons le premier écosystème FinTech en Union européenne. Les levées qui ont eu lieu ces 6 derniers mois en attestent. Nous avons parmi les 27 licornes françaises un certain nombre de grands noms du domaine de la FinTech qui sont reconnus en Europe et au-delà. Donc tout ça, c'est un motif de fierté. Maintenant, il faut continuer. Et le message clé, alors que vous êtes venu délivrer, parce qu'on a Bruno Le Maire qui a fait des déclarations récemment en disant qu'il voulait que ce soit, que la France devienne vraiment le hub européen de tous ces marchés des crypto-actifs. Donc ça, c'est dans votre feuille de route. Est-ce que vous allez annoncer peut-être des premières mesures concrètes ? Oh, mais vous savez, ça fait depuis quelques années que sous l'impulsion du président de la République et avec Bruno Le Maire, on a beaucoup agi pour accompagner cet essor de l'écosystème sur le plan régulatoire, évidemment, pour le compartiment de la FinTech qui est celui des cryptoactifs, avec un cadre régulatoire suffisamment souple pour laisser se développer l'innovation, suffisamment protecteur pour provoquer la confiance. Et ce cadre régulatoire, c'est celui des PSAN qui a trouvé son public, puisqu'on a plus de 50 acteurs, y compris des acteurs de renommée mondiale, qui sont venus chercher l'enregistrement PSAN en France, et puis qui a trouvé aussi un écho au niveau européen, puisque la réglementation des cryptoactifs, ce qu'on appelle MiCA, s'est inspirée du cadre français. Et donc, sur le sujet des cryptoactifs, la France a été à l'avant-garde sur le plan régulatoire. Elle a désormais des leaders européens. Et donc, nous voulons continuer de la même manière dans d'autres dimensions qui sont un peu plus émergentes, comme la finance décentralisée, par exemple, ou les NFT, mais on s'éloigne un tout petit peu de la FinTech. Bon, c'est bien parce que vous m'avez lancé sur plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous. La partie justement réglementation, fiscalité. Aujourd'hui, sur le projet de loi de finances 2023, tel qu'il a été présenté à l'ADAN, qui représente aujourd'hui les grands acteurs des actifs numériques en France, on nous dit, enfin en tout cas sur le plateau de Smartech début octobre, on nous a dit là le compte n'y est pas. Est-ce qu'il y a des amendements qu'il faut absolument défendre pour que les propositions de l'ADAN pour une fiscalité plus simplifiée, mais aussi plus protectrice pour les investisseurs et les acteurs, est-ce qu'il y a des amendements que vous allez défendre dans ce projet de loi de finances? Parce que là, visiblement, aucune des 10 propositions qui étaient faites par l'ADAN au cours de l'année, alors que il y a eu des consultations très régulières avec Bercy. Pour l'instant, elles n'ont pas été retenues. Non, il y a des échanges très réguliers depuis de nombreuses années avec l'ADAN, qui a d'ailleurs contribué à ce qu'on puisse bâtir ce cadre régulatoire qui a inspiré le reste de l'Europe. Ce sont des objets compliqués, les cryptoactifs, la finance décentralisée, les NFT. Ils suscitent des inquiétudes, ils suscitent des questionnements. Mais c'est par la discussion, par la concertation, que progressivement, comme nous l'avons fait pour les cryptoactifs, nous trouverons la bonne manière d'encadrer ces marchés pour leur permettre aussi de se développer au niveau européen. Bon, donc le dialogue va continuer, se poursuivre. Vous avez peut-être avancé sur des choses concrètes en 2023, en tout cas l'ADAN l'espère. Sur la partie régulation, c'est aujourd'hui 2 autorités quand même qui régulent ce marché des cryptoactifs. Et ça, les acteurs en sont plutôt contents parce qu'au moins ça permet de faire le ménage sur les bons prestataires et puis ceux qui ne jouent pas le jeu des règles. En revanche, il reste visiblement pas mal de PSAN qui agissent de manière illégale encore en France. Est-ce qu'il y a un ménage qui est prévu? Est-ce que la vis va davantage se resserrer sur eux?
Je ne crois pas que les régulateurs français soient réputés être laxistes. Et donc, je Oui, leur il y a eu fais... une radiation d'ailleurs récemment d'un des PSAN. Hein. Oui, et Ouais. je leur fais toute confiance pour faire ce travail. Une nouvelle fois, l'esprit qui a présidé à la conception de cet enregistrement et de cet agrément PSAN, c'est celui d'avoir suffisamment de flexibilité pour laisser se développer l'innovation et suffisamment de protection pour que les investisseurs, les épargnants, les consommateurs puissent s'engager sur ces marchés en pleine confiance. Et donc, l'ACPR et l'AMF, j'en suis convaincu, seront très attentifs à ce que les règles éditées, qu'elles ont éditées soient pleinement respectées. Alors, vous connaissez bien cette question du financement de l'innovation, parce que vous avez mené des travaux de recherche dessus, vous avez une formation d'économiste, vous connaissez bien la finance. De quoi ont besoin, selon vous, ces startups de l'écosystème crypto? Et jusqu'où l'État a un rôle à jouer, finalement, pour elles? Les startups de l'écosystème crypto, bon, il y en a une variété, si l'on peut dire. Celles qui ont le besoin justement que la puissance publique intervienne, notamment pour dessiner le cadre réglementaire, pour adapter certaines de nos règles à ces nouveaux objets, à ces nouveaux usages. C'est notamment la finance décentralisée, c'est notamment les NFT. Nous avons lancé avec Bruno Le Maire et Gabriel Attal une mission de l'inspection générale des finances pour passer en revue les usages des NFT et explorer les pistes régulatoires qui pourraient être adaptées. S'agissant de la finance décentralisée, nous avons des discussions avec les acteurs pour identifier là où effectivement il y a une absence ou de règles, ce qui crée une forme d'incertitude à la fois pour celui qui est le producteur du service et celui qui en est le consommateur. Donc je crois que c'est là où la puissance publique est évidemment attendue. Et puis évidemment, comme pour toute start-up, comme pour toute entreprise innovante, eh bien, les entreprises de la fintech en général, celles des cryptos, du Web3 en particulier, ont besoin d'un climat qui soit favorable à l'innovation et au développement. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 5 ans. Je crois que ça a plutôt pas mal marché en France. On avait l'année dernière un record historique de création d'entreprises, presque 1 million. On a eu des levées de fonds records jusqu'au premier semestre de cette année. Je crois qu'on a battu déjà le record de levée de l'année dernière, alors qu'on n'est même pas encore à la fin de l'année. Et tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une action résolue des pouvoirs publics, de la BPI, pour encourager le développement des startups innovantes. C'est vrai qu'on a un écosystème là qui est vraiment très vivifiant quand on le regarde. Et là, vous allez vous adresser directement à eux. Alors, on est à Paris. Pour autant, quand même, l'histoire des startups, ça se passe aussi en région, dans les territoires. Comment est-ce qu'on peut davantage resserrer les liens entre les collectivités locales et cet écosystème start-up? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre de défis qu'on va devoir relever ensemble. Il y a évidemment celui de la transition écologique et de la sobriété. Bon, l'été qu'on vient de traverser nous l'a rappelé. Mais il y a également des enjeux de territorialisation et de féminisation. Pour la territorialisation, il s'agit d'abord de bien faire comprendre à nos concitoyens, à toutes celles et ceux qui regardent cet essor de la tech avec parfois quelques questionnements, quelques interrogations. Est-ce que ça ne bénéficie pas qu'à Paris ? Et donc leur montrer que beaucoup de nos grands champions sont des startups devenues licornes qui ont leurs racines dans nos territoires. Je pense à Ledger, par exemple, qui est basé à Vierzon. Je pense à Exotech, que j'ai visité la semaine dernière et qui est dans le Nord. On pourrait parler d'OVH également. Et pour le faire, eh bien, je crois qu'il faut qu'on puisse se déployer. Et tout au long de cette FinTech Week... C'est-à-dire, alors comment ça pourrait se passer? Vous savez que la mission French Tech, qui est une mission dont qui dépend de mon ministère, a développé des écosystèmes locaux dans chaque capitale régionale, mais au-delà, y compris dans nos territoires d'outre-mer et à l'étranger. Des capitales et des communautés French Tech qui sont des collectifs d'entrepreneurs, d'investisseurs qui animent localement leur écosystème. C'est une très bonne chose et je constate avec une grande satisfaction que France FinTech a, elle aussi, tout au long de cette semaine, délocalisé ses activités pour se rendre au plus près des territoires.
Il va falloir que je vous libère pour votre discours là dans quelques minutes maintenant. Je voulais juste terminer sur, parce que je sais que vous allez rencontrer ce soir ou cette semaine, je ne sais plus exactement, les opérateurs télécoms. Est-ce que pour cet hiver là, on doit craindre des coupures de télécom? Oui, on a demandé. C'est une crainte, oui, En tout cas, oui, on a rencontré les opérateurs télécoms quasi quotidiennement depuis le début de l'été, lorsque le président de la République a lancé son appel à la sobriété. D'abord pour les amener à prendre des engagements, et ils l'ont fait parmi les premiers sur la réduction de la température, la réduction de la luminosité. Ils en ont pris de nouveaux à la rentrée, notamment en ce qui concerne la mise en veille, ou en tout cas l'option de mise en veille des box. Et puis nous travaillons avec eux pour limiter les impacts d'éventuelles coupures d'électricité si elles devaient être décidées en dernier recours, si l'hiver était trop rigoureux, etc. Et pour faire en sorte bien, que l'impact soit le plus limité possible. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, tout le monde a besoin des télécommunications. Hein. C'est presque un bien, devenu un bien essentiel, on est d'accord? Absolument. Merci beaucoup. C'était Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, qui était en direct sur la chaîne Bismart à France FinTech. Voilà, c'était la diffusion donc de mon premier entretien avec Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au numérique et aux télécommunications. Évidemment, je le réinviterai cette fois en plateau dans Smartech pour aborder des sujets encore plus vastes. Je précise juste que cette émission a été enregistrée jeudi dernier, le 20 octobre, au France FinTech. Tout de suite, c'est l'heure de notre Tech Talk. On reprend le chemin de notre émission du jour. On va parler de la dissidence avec les méthodes des activistes.